Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 14 novembre 2024 de votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver notre invité Philippe Béchade pour notre page économie. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci Philippe d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. On avait l'habitude de vous voir plus souvent avant. Maintenant, bon, je sais pas, par force des choses, c'est moins le cas. On s'est un petit peu éloigné, on a changé de quartier. Exactement, c'est probablement pour ça. Philippe, juste avant de rentrer dans ce qui nous intéresse et de faire un gros focus sur l'actualité américaine, je tiens à rappeler que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Chronique Agora et de la Lettre des Affranchis, et qu'également vous avez coécrit récemment un rapport intitulé Comment faire face à la stagflation. Vous nous direz dans un instant où est-ce qu'on peut le trouver. C'est même la taxflation, c'est un mash-up évidemment très inspiré de ce qui se joue en ce moment à l'Assemblée. Eh bien écoutez, on en reparlera, vous reviendrez pour nous en parler. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité américaine, notamment parce qu'on a appris cette nuit que c'était plus un boulevard qui était ouvert à Donald Trump, c'est une autoroute à 8 voies. Il a donc désormais la Chambre des représentants, c'était la Chambre basse du Parlement qu'on attendait. Il a le Sénat, il a la Cour suprême. Qu'est-ce qui va l'arrêter ? Qu'est-ce qui peut arrêter Trump ? C'est Trump, parce que du 100% Trump, on se souvient un petit peu de ce que ça avait donné de 2017 à 2021, parce que je rappelle qu'il n'avait pris ses fonctions qu'en janvier 2017. En fait, il dit souvent beaucoup de choses et son contraire. Et souvent, d'ailleurs, il dit des choses et il fait l'inverse, sauf en matière de fiscalité, où là, il a toujours tenu parole sur la réduction des impôts pour les plus riches, évidemment. C'est-à-dire que quelque part, il travaille un petit peu quand même pour les siens. Et puis, c'est lui qui a initié la guerre des tarifs douaniers contre la Chine. Et c'est en quelque sorte lui qui a entériné le début de la démondialisation. Alors, on ne peut pas parler d'une mondialisation heureuse, mais la démondialisation, c'est synonyme d'inflation, en fait. Très clairement, de toute façon, on voit la hausse du dollar, la hausse des rendements américains à 10 ans, tout ça, ça se fait sur fond de probabilité très importante d'un programme inflationniste majeur. Vous dites travailler pour les siens, on reviendra dans un instant sur ce que vous venez de dire, parce que ça pourrait être source de déclin, et notamment démocratique, et notamment politique des États-Unis, le fait que justement les campagnes, les politiques soient très clairement orientés vers des intérêts particuliers. Par la force des choses aussi également, on apprend jour après jour comment va se constituer l'administration Trump. De jour en jour, ce qu'on apprend, c'est que c'est la branche la plus radicale des faucons qui est actuellement pressentie. Pour l'instant, on parle beaucoup de l'Iran, on parle beaucoup de la Chine, probablement de l'Europe dans peu de temps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces nominations ? Alors, en ce qui concerne les faucons, à quand même pas se voiler la face. L'administration Biden, qui était viscéralement anti-russe, je pourrais presque dire anti-soviétique, parce qu'on avait l'impression que c'était l'Union soviétique qui était en face des États-Unis. Bon, en fait, la guerre en Ukraine a énormément pénalisé l'Europe et énormément favorisé les États-Unis. Parce que sans les exportations de GNL, on se rendrait compte que la balance commerciale américaine est encore plus déficitaire qu'elle ne l'était sous la première administration Trump. Donc l'administration Biden, c'est 36 000 milliards de déficit, enfin de dette, et les 36 000, on va les atteindre aujourd'hui même, et peut-être même symboliquement à 20h, au moment où la Fed prendra la parole. 36 000 milliards de dettes, enfin de déficit. C'est le troisième niveau le plus élevé dans l'histoire récente des États-Unis après 2020-2021, parce que donc effectivement, c'est très important. C'est absolument colossal, et là, c'est un double déficit. Et avec l'arrivée de Trump, vous voulez dire, parce que non, le déficit, là. Non, c'est Biden a creusé le déficit, mais là, ça va être pire. L'administration Biden ne s'en sort que par cette illusion d'optique. Les exportations de GNL ont sauvé. Imaginons que demain, l'Europe, considérant que
importer du gaz liquéfié qui coûte 4 fois le prix de celui qu'on obtient indirectement de la Russie, mais on l'obtient quand même au travers de la Turquie, on l'obtient au travers de la Roumanie, etc. Ça plombe tellement l'industrie européenne qu'elle ne survivra pas si on continue d'importer du gaz américain, tandis qu'aux États-Unis, avec Trump, le coût de l'énergie baisse encore, et c'est d'ailleurs tout à fait le sens de ce que dit Trump. On va encore plus creuser de puits, extraire plus de gaz, on va faire baisser le prix de l'électricité. On devrait avoir en Europe une des énergies les moins chères grâce au nucléaire français. Les Allemands. Non, mais je plante le déport. Non, mais j'explique un petit peu. Vous dites en gros que l'administration Trump va permettre de réchauffer les relations avec la Russie, c'est ça que vous me dites ? Absolument. La nomination de Tulsi Gabbard va tout à fait dans ce sens. Donc je finis de planter le décor. C'est très important que l'on comprenne que pour l'Europe, qui que ce soit à la tête des différents départements américains, il faut savoir que on a bien compris qu'avec Trump, tout autant qu'avec Biden, le principal adversaire économique, c'est l'Europe. Malgré tout, bien que M. Trump dise que ça va encore barder avec la Chine, les États-Unis veulent à tout prix rester les leaders et redevenir les leaders sur le plan industriel. Donc ça suppose que l'Europe ne le soit pas. Donc alors, je pense que vous y allez un peu fort en disant que l'Europe a toujours été plutôt vue comme un vassal des États-Unis, plutôt comme un concurrent. Qu'est-ce qui est le pire ? Être un vassal ou être un concurrent ? Je suis d'accord sur le mot vassal aussi. Oui, mais on ne peut pas être vassal et concurrent, c'est pas possible. Si, tout à fait. Des choses. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ? Vous nous dites que, donc effectivement, on sait que l'Europe probablement va devoir choisir entre la croissance américaine ou la croissance chinoise. C'est probablement ce qui nous attend. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe doit pouvoir en sortir renforcée ? Vous êtes pro-européen ? Mais l'Europe renforcée de quoi ? On est entre l'arbre et l'écorce. On a d'un côté la hache américaine qui s'est abattue sur Nord Stream et qui nous a fait exploser les prix de l'énergie, et puis on a l'écorce chinoise dont on dépend complètement, puisque en fait on produit plus grand chose, en tout cas en Europe occidentale. On fait produire dans les ex-républiques soviétiques, mais on dépend énormément de la Chine, toujours. Regardez les pièces détachées du secteur automobile, enfin il y en a 80% qui viennent de Chine aujourd'hui, et rien des États-Unis. Et quand j'entends M. Trump dire il va falloir que les Européens importent davantage des États-Unis, mais importer quoi ? Bon, à part peut-être des gros racks de calcul pour l'IA, Blackwell de Nvidia, qu'est-ce que l'Europe va importer des États-Unis ? Alors peut-être plus. Donc l'Europe va devoir en sortir renforcée finalement de la période Trump. En fait, il va falloir sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique, il va falloir que l'Europe se prenne son destin en main. C'est le sens des déclarations qu'on a entendues, effectivement. Et vous pensez que... Alors le mot Trump fait tellement peur, il est fédérateur. Il fait peur à tout le monde. Si on regarde l'évolution des marchés financiers, il n'y a pas une place financière qui finit dans le vert actuellement, depuis une semaine. Alors on a même le plus grand écart de l'histoire sur 6 séances entre S&P, Nasdaq, Russell 2000 et Eurostoxx, CAC 40, Eurofirst 300. C'est 8%. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, les marchés ont bien compris, effectivement, les enjeux. Et donc, effectivement, Trump est quelque part fédérateur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas l'autonomie énergétique et qu'on dépend pratiquement de tout pour proposer au monde entier des produits finis comme des Airbus, comme des berlines, etc. Et il y a une chose que Trump a bien compris, c'est que l'économie, c'est de l'énergie plus des liquidités abondantes et pas chères. Donc, plus d'énergie, Trump, il va autoriser d'exploiter beaucoup plus le pétrole et le gaz de schiste.
et les liquidités pas chères, ça repose sur Jérôme Powell. Voilà. Jérôme Powell qui est un peu en sursis, qui est sur la sellette. Il l'a dit de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il ne laisserait pas. Sa Fed est indépendante, qu'il est indépendant, mais si jamais Trump lui chatouillait les naseaux, il n'hésiterait pas à porter tout ça en justice. Oui, il ne démissionnera pas. Excellente nouvelle pour les marchés, parce qu'on sait que finalement, pour Jérôme Powell, la vraie priorité reste quand même la croissance et l'inflation. Quelque part, la cible secondaire. Donald Trump, lui, se fiche un peu de l'inflation. Et c'est là qu'on voit toute la contradiction du personnage. C'est qu'il veut absolument défendre le dollar. Et il accepte tout à fait l'idée qu'on puisse en imprimer des quantités absolument astronomiques. D'ailleurs, il n'a pas véritablement critiqué les 4 000 milliards imprimés depuis le 1er juin 2023. 4 000 milliards. Voilà, donc si ça continue comme ça, on ne peut pas on pourra pas à la fois avoir de la croissance et un dollar fort si on continue d'imprimer l'équivalent, je crois, actuellement on est à 15 milliards par jour. Voilà, 15 milliards par jour. Si on continue comme ça, le dollar se désintègre. Du coup, par la force des choses, Philippe, vous êtes plutôt alarmiste à l'endroit de l'évolution de la croissance mondiale, de la géopolitique mondiale post-élection Trump, ou comme d'autres, vous nous dites que potentiellement, avec ce profil très souverainiste, très ne voulant pas d'ingérence du monde entier dans sa politique, eh bien, certains disent que ce profil Donald Trump pourrait correspondre à l'émergence de l'autre bloc qui est en train d'être observé actuellement, c'est les BRICS, qui finalement ont une philosophie assez identique. Souveraineté nationale en premier, non-ingérence, notamment des États-Unis dans leur public, dans leurs affaires. Est-ce que tout ça, ça pourrait pas amener un peu de stabilité finalement ? Pour nous, Européens ? Pour le monde. Donc pour nous, Européens, par la force des choses, oui. La stabilité... alors qu'en même temps, on va continuer de connaître la démondialisation. Voilà. Est-ce que la démondialisation est un facteur de stabilité ? Est-ce que les barrières douanières sont des facteurs de stabilité ? Je vais peut-être avoir une vision un petit peu sombre. Enfin, il ne faut pas oublier ce vieux principe, je crois qu'il date de l'époque napoléonienne. Si vous fermez les frontières au commerce, ce sont rapidement les soldats qui les traversent. Bien sûr, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il se dit en ce moment-là, c'est encore des lectures qui datent de ce matin, d'hier soir, etc. On attend beaucoup. Les marchés sont quasiment convaincus que Donald Trump va élever, notamment pour la Chine, les droits de douane à 60% sur tous les produits importés de Chine. La question maintenant désormais, c'est qu'est-ce que la Chine va répondre ? Et ben, pour les spécialistes, ils disent que la Chine ne devrait pas finalement répondre de façon démesurée à cette provocation parce qu'elle a besoin, à l'aune de son économie intérieure complètement moribonde, a besoin quand même des États-Unis. Du coup, par la force des choses, de pouvoir commercer avec les États-Unis. Du coup, et ben malgré tout, une partie de la communauté économique, financière, politique reste quand même cependant assez, je dirais, optimiste à l'endroit de ces élections américaines. Ouais, alors moi, je vais rebondir sur quelque chose que vous dites qui est tout à fait juste. C'est que l'économie chinoise est un petit peu moribonde. On le voit avec le taux de chômage des jeunes, avec des gens qui sortent diplômés équivalent grandes écoles et qui ne trouvent aujourd'hui pas d'emploi. Ça pose un problème. Et ce problème-là, évidemment, il vient de ce que la Chine, d'abord, ne peut pas exporter toutes ces voitures électriques. Et il y en a des millions, vous savez, qui aujourd'hui sont en train, je dirais presque, de rouiller sur des parkings, dans les ports européens, et sur des parkings géants en Chine. Donc la Chine, elle a deux options. Soit effectivement elle courbe les Chines et avec 60% de droits de douane, elle va évidemment moins exporter. Ou alors en interne, elle fait un grand plan de relance. Et puis elle accélère l'unification économique de l'espace aujourd'hui BRICS est élargi et les BRICS élargis ont l'autonomie énergétique, ils ont l'autonomie... 45% du pétrole, de production mondiale. Et ils ont l'autonomie en termes de matières premières. Et finalement, ils ont un marché intérieur de
4 milliards, hein, Inde plus Chine plus Brésil, etc. On est à plus de la moitié de la population mondiale. Vous avez la Turquie qui frappe à la porte. Qui frappe à la porte. Alors je sais qu'il y en a qui disent c'est pas possible, on peut pas à la fois être membre de l'OTAN et appartenir au BRICS, donc il faudra qu'à un moment la Chine choisisse, la Turquie choisisse. Mais elle a choisi, puisqu'elle sait que ça sera pas l'Europe. Ouais, parce qu'elle a posé un dossier de candidature à l'UE qui est toujours en train de traîner. Voilà, donc on peut pas faire des choses. Oui, voilà, donc l'ensemble BRICS est cohérent. Différente, Philippe. Vous avez très certainement raison, mais nous on parle de très court terme. C'est demain qu'il faut pouvoir agir. La construction des BRICS, on n'est pas déjà en train de se demander si elle n'a pas été trop rapide déjà. Du coup, est-ce que la Chine, l'Inde, le Brésil, tout ça doivent réagir dès le 20 janvier. C'est dans 2 mois. Du coup, vous savez déjà ce qui a été conclu à Kazan. Enfin bon, ça n'a évidemment pas été commenté par la presse occidentale, mais ce qui en est ressorti, hein, c'est que la construction des règles de fonctionnement et mettre en place des mécanismes qui permettent des échanges comme ceux que nous avons aujourd'hui à l'échelle mondiale via SWIFT, c'est quand même aujourd'hui un état d'avancement qui est presque opérationnel. Il y a aussi ce mot d'ordre dans le commerce bilatéral de commercer dans ses devises respectives et de ne plus utiliser le dollar. Donc tout ça avance. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'évidemment, il y a une omerta totale des médias occidentaux, que ce n'est pas en train d'arriver. Alors, on en a parlé, ceci étant, enfin, on en a beaucoup parlé, et chez TV Finance notamment, mais en fait, ce que l'on a compris, c'était que peut-être qu'on assistait aux prémices d'un système monétaire BRICS à l'issue du sommet de Kazan, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, ils savent toujours pas. Alors certes, philosophiquement, la dédollarisation du monde, c'est quelque chose qui les réunit, mais d'un autre côté, les projecteurs pendant cette réunion du sommet de Kazan, c'était plutôt la géopolitique, c'était de dire quand même 2-3 messages envoyés par la Chine, par l'Inde, par le Brésil à Vladimir Poutine, lui disant peut-être que stopper la guerre en Ukraine pourrait être un moyen de nous concentrer justement sur la construction de ce système monétaire. Il n'y a pas un grand dirigeant BRICS qui a dit, Poutine qui a dit de toute façon ma guerre c'est pas une guerre c'est une guerre nécessaire en fait globalement ce qu'il a dit tout en bottant en touche. Les autres ont compris, n'ont pas voulu rebondir, mais l'aspect financier du sommet de Kazan, c'était pas ce qu'il y avait de majoritairement discuté. Ah si. C'est quand on regarde le communiqué final. Moi je l'ai étudié et j'ai produit un papier de plusieurs pages là-dessus. Donc le volet économique c'est à peu près 3/4 de ce qui a été discuté dans les commissions à Kazan. Et le géopolitique, c'est effectivement réaffirmer des grands principes, mais la Chine et la Turquie sont porteuses d'un plan de résolution du conflit ukrainien auquel Vladimir Poutine adhère. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir sur le plan géopolitique, pas les leçons ou les petites phrases. C'est que Chine, Turquie, et je pense que l'Inde serait également tout à fait dans le rôle du non-aligné habituel et neutre. La solution chinoise, et qui ressemble beaucoup à la solution turque d'avril 2022, on a l'impression que tout le monde est à peu près d'accord. Le dernier qui pourrait être d'accord, c'est Trump, et la nomination de Tulsi Gabbard semble montrer que on serait pas loin de trouver un projet de résolution qui aurait l'aval des BRICS. Et il manque les États-Unis. Et puis bien sûr, il y a l'Europe qui veut continuer la guerre, puisque, comme on sait, l'Europe c'est la paix. Et donc dans un monde orwellien, la paix c'est la guerre et réciproquement. J'invite tout à chacun à aller voir ce document de 32 pages communiqué, publié à la suite du sommet de Kazan. Vous verrez que le système financier n'est pas
franchement, le thème qui ressort beaucoup, c'est l'élargissement qui est beaucoup cité. Justement, pour dire qu'on va freiner un peu. Toute la question était, en fait, et puis voilà, là, en fait, ce qu'on a bien compris, et c'est le message envoyé par Vladimir Poutine, c'est une forme de réhabilitation du président russe sur la scène internationale après les sanctions qui ont été votées contre lui par la Cour pénale internationale. Donc voilà, même si effectivement vous avez raison, Philippe, l'aspect financier des BRICS c'est important, mais en tout cas pour ce sommet de Kazan, c'était pas du tout ce qui était. On n'a pas la même lecture. Voilà, on va s'entendre sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur cette vision. Tout à chacun d'aller lire ce document de 32 pages et chacun pourra se faire son avis. Une dernière question, Philippe. Est-ce que l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche est synonyme de déclin démocratique, social des États-Unis? Est-ce que les États-Unis se dirigent vers un modèle tiers-mondiste? Alors, le déclin démocratique, c'est évidemment un élément de langage qui a été matraqué, je dirais presque jusqu'à la nausée, par les médias américains pro-démocrates, et qui découvrent d'ailleurs que leur audience est divisée par 10, voire 15 ou 20 pour CNN, à force de balancer des mensonges en permanence. Le déclin démocratique, on peut en discuter. Est-ce que le déclin démocratique, c'est de faire venir 10 millions de migrants pour lesquels on n'a pas prévu ce qu'il faut pour les loger, pour les employer, etc. Est-ce que le déclin... Le déclin démocratique, c'est plutôt la capacité des États-Unis à pas prendre de décisions pour le bien commun, en fait, en réalité. Et du coup, par la force des choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, de travailler pour les siens, ce que vous dites, Donald Trump, sont vos mots, travailler pour les siens. Du coup, par la force des choses, moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je vois une crise démocratique aux États-Unis. Le déclin démocratique, c'est quand, par exemple, la presse ne fait pas son travail. Elle ne respecte pas la charte de Munich. Et le déclin démocratique, c'est quand le quatrième pouvoir est l'auxiliaire du pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui va provoquer, à mon avis, une des grandes révolutions que va amener la réélection de Trump. Ça va être un Big Bang dans les médias, et pas seulement parce que Elon Musk possède le réseau par lequel évidemment circule tout le fake, et vous connaissez bien sûr comme par cœur ce discours formaté pour expliquer que Twitter c'est l'horreur, mais en réalité le déclin démocratique c'est d'abord la presse américaine. Le déclin démocratique c'était laisser filer l'inflation. Et il y a 80% des Américains, je dis bien 80%, qui ont perdu du pouvoir d'achat. Alors, nous, on se dit, mais depuis 15 ou 20 ans, le pouvoir d'achat, non, plutôt la richesse apparente des Américains a progressé de 50% par rapport à l'Europe. L'Europe stagne complètement et les États-Unis sont dans un funiculaire de croissance. Bon, croissance achetée à crédit, les 36 000 milliards de dettes sont là pour le prouver. Mais le déclin démocratique, ça a été aussi des Américains qui se sont complètement abandonnés par l'administration Biden et en proie à de grandes difficultés. Pour les 80% d'Américains les moins riches, l'inflation a fait très très mal. Et on va dire que Kamala Harris s'est concentrée, elle, sur effectivement des grands principes de liberté, d'ouverture, etc. Mais les Américains avaient vraiment envie qu'on traite leurs problèmes. Philippe, vous pensez que l'Américain, le populaire moyen, comment est-ce qu'il va interpréter le fait que Elon Musk est financé, maintenant les chiffres sont tombés, 135 millions de dollars investis dans la campagne pour Donald Trump? C'est normal, ça? C'est démocratique, ça? C'est une goutte d'eau. Mais est-ce que c'est normal? Oui, c'est démocratique, puisqu'aux États-Unis, c'est parfaitement autorisé. Enfin, je vous écoute. Voilà, donc, une campagne électorale est censée financer les intérêts particuliers. Non, mais c'est très simple. Les entreprises américaines du S&P 500 ont donné 2 fois plus d'argent à Kamala qu'à Donald Trump. Alors à ce moment-là, on y va, et à ce moment-là, on dit toutes les entreprises, par exemple de la Silicon Valley, qui ont filé, alors eux, c'était pas 2 fois plus d'argent à Kamala qu'à Trump, c'était 90% pour Kamala et 10% pour Trump. Mais ça, c'est parfaitement légal, puisque depuis, je crois, maintenant une quinzaine d'années, on s'était dit, à l'époque, on n'avait pas le droit de donner plus de temps, etc., à un candidat quand on était une entreprise. Puis on s'est aperçu que les entreprises avaient trouvé, bien sûr, des chemins détournés, des associations, des fondations, pour en fait financer de façon totalement opaque les candidats. Donc les Américains ont fait preuve à un moment de réalisme, ils se sont dit, bon,
on ne peut pas empêcher les entreprises de financer les candidats qui vont bien. Et donc, on va autoriser et donc on va rendre public les aides. Donc, ce que Elon Musk a financé, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que les entreprises de la Silicon Valley ont donné à Kamala Harris. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus l'image d'ailleurs d'Elon Musk qui a apporté énormément à Donald Trump que 136 millions de dollars, qui est une goutte d'eau. De toute façon, la question, c'était pas de savoir est-ce que Donald Trump a mal fait ou pas, est-ce qu'Elon Musk a mal fait, c'était de vous dire, c'était plutôt, on est plus sur une approche plus théorique, plus légale. Est-ce que c'est normal que les entreprises financent à ce point-là des campagnes électorales ? Ah ben, regardez ce que Google ou Amazon... Est-ce que les intérêts du peuple sont représentés là-dedans ? Ben bien sûr que non. Alors, donc du coup, on peut supposer... Mais à ce moment-là, pourquoi le modèle démocratique américain... Oui, mais pourquoi citer à ce moment-là Elon Musk ? Le dernier chiffre qui est sorti, c'est pour ça. Mais il faut donner tous les chiffres. C'est très simple. On va revenir sur les chiffres 2 secondes. Donc, Kamala Harris... on n'est pas sur les chiffres, là. On est vraiment sur l'idée. On est sur des idées. Kamala Harris, elle a reçu 4,5 milliards de la part des entreprises américaines. On n'est pas sur du particulier, justement. Comme on est en train de critiquer, on critique le particulier. Ouais. On est plutôt dans une approche intérêt général, intérêt global. Du coup, je ne pense pas que ce soit nécessaire de focaliser en particulier sur un truc. Là, on est juste en train de dire que ce soit Harris ou Trump, mais est-ce que c'est normal qu'on finance à ce point-là, que des entreprises, des lobbies financent à ce point-là des campagnes présidentielles, et notamment celles américaines ? À ce moment-là, on va se poser la question de savoir aussi, puisque c'est les PAC. Mais donc, vous êtes d'accord pour dire que le modèle américain est en déclin ? Mais il est en déclin. Et puis, les États démocrates sont des États où on peut voter sans présenter une carte d'identité. Et comme par hasard, les États où Kamala a obtenu la majorité et a obtenu donc les grands électeurs sont ceux où on peut aller voter sans présenter de pièce d'identité. La concordance, elle est de 100%. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc, si on va sur le terrain de la démocratie, il y a des choses, effectivement, qui nous surprennent, parce que nous, culturellement, on se dit, tiens, mais comment ça se fait que les entreprises peuvent financer nos limites, le candidat ? Comment est-ce qu'on peut aller voter sans présenter une carte d'identité ? Et puis, pour aller plus loin, quand vous dites qu'aujourd'hui, Trump a tous les pouvoirs, j'en rajouterais même un, c'est la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis est déjà ultra conservatrice. Elle est ultra conservatrice parce qu'en fait, Trump a nommé, je crois, 3 de ses 9 membres. Et ils sont membres à vie. C'est pas comme les procureurs ou les juges ou les shérifs qui doivent être réélus tous les 4 ans. Là, ce sont des gens qui sont nommés à vie. Il suffit qu'il y en ait encore un ou une qui décide d'arrêter pour des raisons de santé, et Trump va nommer, parce que c'est lui qui va le faire, qui va nommer encore un autre membre. Donc là, on est d'accord. Il a quasiment les pleins pouvoirs, il les a pas, parce que il y a quand même des limites, des freins, notamment d'un point de vue militaire, et heureusement. Mais du coup, oui, il y a quand même une capacité juridique, en tout cas légale, législative, qui c'est du jamais vu. Là, on peut le dire qu'effectivement, entre le Grand Chelem, Chambre, Sénat, la Cour suprême, et je pense qu'il va y avoir également beaucoup de juges, puisque là aussi, il faut le savoir, les juges fédéraux sont élus, qui vont être aujourd'hui plutôt ouverts si M. Trump décide qu'il faut qu'on aille enquêter à droite ou à gauche sur certains agissements, etc. Donc oui, la démocratie américaine, s'il n'y a plus de contre-pouvoir, là je parle de contre-pouvoir législatif, ça peut être effectivement inquiétant. Quant au contre-pouvoir de la presse, alors lui, il a été tellement dans la caricature, dans l'opposition à Trump, qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui que ce 4e pouvoir va véritablement aujourd'hui pouvoir poser des problèmes et peser sur la politique américaine. Et une politique américaine, je le répète, qui sera effectivement très anti-chinoise. Vous avez cité l'Iran, bien sûr, puisque l'Iran, la Chine sont quand même les meilleurs alliés. Enfin, tous, moi j'étais en Iran, donc je peux vous dire que sur place, tout ce que consomme l'Iranien vient de Chine, et beaucoup de pétrole et de gaz consommés en Chine vient d'Iran. Donc voilà, Trump va certainement pas faire de cadeaux à la Chine, et si l'Europe ne se joint pas aux sanctions américaines et à la politique de tarifs douaniers, les Américains vont dire
quoi, l'Europe, vous ne nous soutenez pas. C'est bien ce qu'on disait, qu'effectivement, l'Europe va devoir choisir entre la croissance américaine et la croissance chinoise. On va être obligé de faire ce que Trump exige en termes de tarifs douaniers. Eh ben, écoutez, merci Philippe, en tout cas, pour ces explications, pour votre temps. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, que vous êtes rédacteur en chef de la lettre des affranchis, et également donc co-auteur, puisque vous avez écrit un rapport dernièrement qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut trouver où, du coup, sur la... Oui, si vous venez sur les publications Agora, vous trouverez effectivement comment le télécharger. Comment faire face à la stagflation, c'est ça? Non, c'est pas la taxflation. C'est faire face à la taxflation, c'est-à-dire l'inflation des taxes, le concours l'épine de la façon de plumer les Français. Merci Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui, Philippe Béchade. On marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.